Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Maintenant, je vous présente la première partie d'une entrevue réalisée avec le DG et le maire de la ville de Grande-Rivière concernant les dossiers en cours. Bien, en présence de Ken Moreau, directeur de la ville de Grande-Rivière, et Juno Cyr, maire de la ville de Grande-Rivière. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. On va faire le tour ensemble des gros dossiers chauds de la ville de Grande-Rivière en ce moment, dont le volet économique, le volet communautaire, puis les dossiers administratifs. On va commencer par la municipalisation du parc. Ken, explique-nous qu'est-ce qui se passe. Bien, la municipalisation du parc, c'est un dossier qui est en allant depuis plusieurs années, pour ne pas dire depuis 1986. C'est ça. Fait que, dans le fond, pour faire une histoire courte, c'est que tous les terrains qui sont autour, dans les alentours du quai, ça appartenait à plusieurs ministères différents. Les principaux terrains appartenaient au MAPAC, mais il y en avait aussi au ministère de l'Environnement, au ministère des Transports et ainsi de suite. Fait que là, au niveau de la propriété de ces terrains-là, il y avait un travail à faire pour changer les propriétés entre ministères en faveur du MAPAC. Puis nous, avant que ces terrains-là soient transférés à la ville de Grande-Rivière. Fait que là, il y avait un gros travail à faire en plus de la propriété. Il y avait l'identification des servitudes, puis de plein d'infrastructures qui appartiennent à des tiers différents. C'est comme, par exemple, on a l'administration portuaire qui a des équipements, il y a le MAPAC qui a des équipements, les propriétaires d'usines et tout. Donc, on devait faire un inventaire de tout ce qu'il y avait sur le quai pour les identifier les servitudes, avant d'envoyer ça chez notre ami Jean-Louis, l'arpenteur, pour identifier ça dans un plan, en vue de, lorsqu'il va y avoir un transfert, que toutes les servitudes étaient identifiées. Quelque chose à rajouter là-dessus? Ben, la chose qu'on veut rajouter là-dessus, c'est comme Ken l'a dit, c'est un dossier qui est en place depuis 1986. Donc, nous, en 2017, là, étant donné que la municipalisation du parc, là, ça faisait partie un peu des priorités des développements de la ville, c'est que le conseil municipal, on a décidé d'élaborer un projet, qu'on a été en mesure d'engager un consultant, qui est Richard Loisel, l'ancien directeur de l'École des pêches. Donc, quelqu'un qui connaissait très bien là, un peu là, le secteur. Donc, avec l'ensemble des projets, comme Ken expliquait, l'hub d'innovation qu'on va parler tantôt. Donc, la municipalisation du parc, là, c'est important parce qu'il y a des transferts à faire. Donc, il y avait beaucoup de ministères, là, autant provincial, fédéral. Il y avait le côté aussi industriel, il y avait tout au niveau de l'arpentage. Donc, le fait d'engager une ressource comme Richard Loisel, c'est un peu là, lui qui fait la relation avec l'ensemble des intervenants pour s'assurer qu'à chaque fois qu'on fait une conférence téléphonique, on s'est donné un peu des tâches de tout le monde, de que lui s'assure de l'avancement de chacun des dossiers. Comme demain, entre autres, là, on a une conférence téléphonique de prévue avec le MAPAC. Là. Présentement, c'est Aziz Niang qui est un peu le leader des conférences téléphoniques, mais je vous dirais pendant toute la période estivale, on a eu une rencontre hebdomadaire à toutes les semaines, sauf 2 fois à cause des vacances. Mais l'ensemble des intervenants, autant de la ville, autant des représentants de nos dossiers, puis du MAPAC, qui fait en sorte là, que ça a beaucoup fait cheminer le projet. Puis on a juste là, un plan de travail dans lequel les actions à venir, puis on détermine déjà là, les jours ouvrables pour chaque action à faire. Parfait. C'est important d'avoir quelqu'un de ressources dans ce dossier-là pour faire avancer les choses. Puis c'est pas dans tous les dossiers, mais ça, c'est un dossier où que autant l'administratif que le politique, on est impliqué, on est interpellé parce qu'on a besoin souvent de prendre ce qui est important en début de projet avec l'administration municipale, c'était de bien identifier qu'est-ce qu'on voulait faire avec les terrains, qu'est-ce qu'on voulait faire avec les bâtiments qu'on avait peut-être l'opportunité de reprendre. Fait qu'il fallait avoir des orientations claires que le politique a pris. Puis finalement, on a donné un mandat administratif. Puis là, on a fait en sorte que pour réaliser la municipalisation dans un temps donné, en tout cas moi, en tant qu'administrateur, j'ai eu l'aval du politique pour prendre des décisions éclairées, mais aussi de pouvoir agir rapidement pour
par exemple, payer là, des honoraires professionnels pour faire en sorte qu'un échéancier qu'on s'était donné pour 60 jours ouvrables, qu'on pouvait le réaliser dans 10 jours ouvrables, par exemple. Okay. Fait que, mais toujours en concertation avec les autorités du MAPAC. Notre dossier, dans le même coin, on parle du parc d'hivernage à bateau. On est rendu où là-dedans? Bien, le parc hivernage à bateau, ça, c'est un peu là, un désir de les Aumardiers, les côtiers. Comme vous le savez, ici, à Grande-Rivière, les gens, ils n'ont pas nécessairement un parc hivernage adéquat pour répondre un peu à leurs besoins. Depuis 20 ans, là, les bateaux, là, on les sort à partir d'une remorque. Puis par contre, dans les dernières années, les pêcheurs ont grossi leurs bateaux, ils ont investi, fait en sorte que les bateaux là, sont plus pesants. Donc la remorque n'était plus nécessairement adéquate. Je sais que l'an passé, je pense qu'ils ont échappé à un bateau. Donc ça faisait un peu mettre en péril le service. Donc, face à ça, c'est quelque chose qui avait été exprimé là, de besoin par les pêcheurs pendant la campagne électorale. Donc, moi, quand j'ai rentré en place, c'est que je me suis assis avec les représentants de l'administration portuaire. Puis, en discutant un peu avec le conseil d'administration, je me suis aperçu là, qu'il y avait besoin de la ville comme partenaire. Donc, on s'est assis, puis à partir de là, on s'est mis vraiment une démarche structurée. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des conseils d'administration maintenant en bon uniforme, avec un ordre du jour, avec un procès-verbal, une assemblée générale annuelle, on s'assure que les gens puissent s'exprimer. Donc, il y a un nouveau conseil d'administration. Puis, à partir de là, on a accompagné pour que l'administration portuaire fasse une demande d'aide financière pour avoir embauché une firme d'ingénierie qui était Quattro Consultants, qui a fait un peu une démarche d'analyse pour estimer l'état nouveau faisabilité technique puis financière. Puis même avant de présenter le projet, on a fait une séance de travail avec, on a invité des pêcheurs pour venir un peu commenter, voir un peu ce qui était présenté. Puis je vous dirais que je pense que c'est une belle action parce que ça a amené bonifier le projet. Puis là, on parle d'un coût de projet à peu près de 2 millions. Donc, par contre, l'administration portuaire, pendant leur assemblée générale annuelle, ils ont été décidés que eux, l'administration portuaire, ne voudraient plus jouer leur rôle, le mandat qui est dédié par le MPO, au niveau de la gestion un peu des infrastructures au niveau du quai, de quaillage. Par contre, là, ils voulaient cibler une autre organisation pour prendre le lead, pour aller de l'avant avec le projet. Comme vous le savez, là, on a mis en place la Corporation de développement économique à Grande-Rivière. Donc, je m'avais donné un objectif de recueillir 25 personnes en affaires avec un dépôt minimum de 5 000 $ plus taxes. Puis, je vous dirais qu'on a atteint nos objectifs. Là, on a un nouveau conseil d'administration qui est en place, qui est composé de 5 personnes. Puis, le conseil d'administration a décidé de prendre le lead du projet. Puis, on a donné un contrat présentement à Gaétan Lelièvre, que c'est lui, comme consultant, qui fait les démarches au niveau politique pour s'assurer le financement. On prend aussi de l'argent même ce fonds-là aussi, le fonds? Oui. Présentement, il y a déjà un acompte de 2 500 $ du fonds là, qui a été dédié là, directement pour faire les premières démarches. Donc, Gaétan Lelièvre fait déjà des démarches là, au niveau avec les organismes socio-économiques puis au niveau politique. Parce que ce genre de dossier-là, il n'y a pas de programme régulier. Okay? Donc, on se fie un peu sur des projets qui ont été financés dans le passé. On ne se le cachera pas, il y a eu beaucoup d'interventions politiques, mais c'est une des raisons pourquoi je pense qu'avec Gaétan Lelièvre, avec son expérience dans le développement économique, puis ça passé au niveau politique, va nous aider grandement là, à faire aboutir le projet. Donc, ça va bien. Donc, pour la suite des choses, là, il y a des rencontres de prévues, puis en ce qui me concerne, là, moi... Nous, en tout cas, le conseil, là, l'échéancier qu'on s'est donné, c'est qu'on veut là, qu'à partir de l'automne 2020, c'est qu'on puisse là, hiverner les bateaux ici. Puis ce qui est bénéfique aussi pour le projet, c'est que l'association des crabiers maintenant sont rendus propriétaires du parc hivernage à bateaux à Newport. Puis on a eu une lettre d'appui de l'association comme quoi que notre projet est complémentaire puis qui appuie notre projet parce que eux,
À partir de cette année, ils ont avisé qu'ils ne prenaient plus de voiliers, qu'ils voulaient plus prioriser les gros bateaux à cause de la présence des baleines. Ça qui va faire en sorte que nous, notre projet de parc hivernage à bateau, qui est pour les 50 pieds et moins, ben, on vient répondre aux besoins puis on est complémentaires. Donc, c'est intéressant parce que là, on travaille vraiment sur une vision MRCN, puis c'est complémentaire, puis c'est bien pour le secteur de l'industrie des pêches. Puis pour la municipalité, si je peux ajouter aussi, c'est un avantage. En tout cas, l'avantage principal que je vois, c'est que la Corporation de développement économique prenne le flambeau pour gérer le dossier, pas parc d'hivernage à bateau, mais plus le côté du travel lift, la remorque de manutention. C'est qu'il y a des revenus qui vont sortir de ce volet-là. Puis ça va être réinvesti dans le développement économique de la place. Fait que ça va y avoir des personnes qui vont venir de partout hiverner leur bateau. Puis les revenus de l'opération et de la gestion du chariot de manutention vont être réinvestis dans l'économie locale. Intéressant. On a des bateaux, bien sûr, à Grande-Rivière. C'est une industrie première, mais on a aussi un aéroport sur notre secteur. Alors, l'aéroport, Dos-Aéroport, on est rendu où là-dessus? Bien, au niveau de l'aéroport, là, comme vous le savez, là, il y a un projet d'agrandissement qui a été déposé pour l'agrandissement de la piste. On a reçu un montant de 8,5 millions. Donc, c'est un coût de projet de 11,5 ou de 12 millions. Donc, en gros, là, les interventions présentement, c'est comme ils viennent subventionner à peu près 90 %. Donc, tu sais, il y a le syndrome de la pépine. Tu sais, c'est que c'est comique parce que on est déjà en action, c'est qu'il y a déjà des plans là, tu sais, qui est monté. On est allé en appel d'offres. Puis à la dernière séance conseil municipal, ben, ça a passé à la MRC. La firme d'ingénierie Tetra Tech, les services ont été retenus pour préparer les plans, les devis, pour aller en soumission. Puis normalement, à partir du printemps 2020, ben, c'est à ce moment-là qu'on va voir plus, là, mettons, du concret, là, tu sais, la machinerie qui va être sur place pour commencer là, à entreprendre les démarches là, pour agrandir la piste. La piste serait prête pour l'automne, quand même? Ben, pas nécessairement prête pour l'automne, là, mais je vous dirais qu'il y a déjà une bonne partie du travail. Là, déjà là, d'avoir identifié là, le chargé de projet, la firme d'ingénierie qui vont montrer les plans et devis. Ils ont le go pour aller de l'avant, pour faire en sorte là, que les travaux débutent là, au printemps 2020. Ça amène quoi, ça, de changement pour l'aéroport? On parle d'avoir des plus gros avions. Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, présentement, c'est une piste là, de 4000 pieds. Donc, là, on a la possibilité, l'agrandissement, c'est 2000 pieds. Donc, c'est 5000 pieds. Donc, c'est sûr, certain que pour Transport Canada, c'est un peu, là, le 5000 pieds, là, c'est un prérequis nécessaire pour faire du développement puis pour intéresser là, certains porteurs là, à avoir de l'intérêt. Donc, c'est sûr que l'aéroport, il faut le voir comme un outil de développement. Donc, en ayant un outil de développement conforme, bien, c'est à partir de ce moment-là que nous, on va pouvoir solliciter des porteurs. Puis on le voit beaucoup aussi avec la planification stratégique de la MRC. On est identifié, entre autres, comme le tourisme hivernal. C'est quelque chose qui est intéressant parce que là, présentement, au niveau de l'été, on ne se le cachera pas. Pendant une certaine période, les motels sont blancs et ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est prolonger la saison. Puis le tourisme hivernal, ben, c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer. Donc, puis si on veut développer ça, ben, il faut avoir des outils de transport adéquats. Puis l'aéroport, ben, nous, c'est important qu'on ait investi. Puis je vous dirais qu'au niveau du Conseil des maires, là, je sais que dans le passé, ça a été beaucoup discuté. Mais ça a pris du temps, mais je pense que le travail qui a été fait là, par les gens qui avaient été en place dans le temps, ben, aujourd'hui, là, on va commencer à avoir les retombées là, de l'utilisation d'un aéroport au centre de notre MRC. Puis l'investissement ne s'arrête pas non plus seulement à la piste, ça s'adresse à l'aérogare comme tel qui avait besoin d'un peu d'amour, puis aussi des services qu'on va y apporter parce que présentement, il n'y a pas les services d'eau, d'aqueduc et d'égout. Fait que la nouvelle aérogare rénovée va avoir ces services-là.
Puis c'est aussi un plus pour la municipalité de Grande-Rivière. Ça soutient l'emploi aussi, sûrement un emploi peut-être de plus? Ou soutenir au moins celle qui est là, assurer celle qui est là? Ben, c'est sûr, certain qu'en mettant des infrastructures là, aux normes puis conformes, puis on se le cachera pas, là, l'aéroport, on est chanceux, il est sur le territoire de notre municipalité. Donc, le fait d'investir, on n'investit pas 11 millions pour rien, c'est qu'on veut avoir un retour sur l'investissement. Puis, étant donné que c'est sur notre territoire, c'est sûr, certain que les retombées économiques, directes et indirectes, Grande-Rivière vont beaucoup en bénéficier. On va bénéficier aussi de la venue de quelque chose qui a fait sûrement couler beaucoup d'encre ou fait plaisir à un ou déplaire à d'autres. C'est la venue de la SQDC qui va être ouverte quand, bientôt? Bien, en principe, je pense que l'ouverture est prévue pour le début de décembre. Si je ne me trompe pas, c'est le 1er décembre. Au début du projet, on parlait du mois de novembre, mais je pense que les travaux vont bon train. J'ai eu la chance d'aller faire quelques visites au bâtiment depuis que les travaux sont commencés. Mais je veux commencer avec votre introduction. C'est sûr que on s'attendait déjà en début de projet que ça aurait suscité beaucoup de réactions. Mais c'est pas une décision qui a été facile à prendre en tant que parent, parce qu'il faut toujours regarder le côté de la personne qui travaille à la ville ou qui représente la ville, mais aussi comme parent, parce que on a participé à une démarche avec le C3S de la Gaspésie, avec les travailleurs sociaux, avec la Sûreté du Québec, avec plusieurs personnes, puis on a regardé sur tous les sens une problématique de forte consommation sur notre territoire, c'est ça. Fait que, de fil en aiguille, on s'est dit que, tant qu'à prendre une décision, parce qu'on savait qu'il y avait une SQDC qui devait s'installer quelque part en Gaspésie, pourquoi ne pas profiter du fait qu'il s'installe pour mettre notre municipalité officiellement en candidature, parce que c'est pas toutes les municipalités qui veulent aller jusqu'à offrir une candidature par écrit, puis c'est ce qu'on a fait. Puis on s'est aussi présenté à Montréal pour aller faire des représentations, mais aussi aller prendre connaissance des lois en vigueur, des lois qui vont changer très bientôt, qui sont encore plus sévères, puis la façon dont elle a été construite et le bâtiment choisi, c'est en fonction des lois qui sont même pas encore passées et qui sont plus sévères. Mais vous dites, vous êtes parent d'enfants mineurs toujours. Oui. Qu'est-ce que ça va changer selon vous sur la consommation des mineurs, justement? Parce qu'ils n'ont pas accès à la SQDC. Mais peut-être que je pourrais profiter pour dire qu'on a entendu une nouvelle dernièrement par rapport à la consommation d'alcool. On a toujours l'impression, en Gaspésie, on est des fêtards, puis on consomme beaucoup d'alcool. Dernièrement, Radio-Canada, ça disait que selon un sondage, les Gaspésiens sont ceux qui consomment le moins d'alcool et le mieux d'alcool. Oui. Okay? Donc, on a la chance d'avoir des produits de qualité. Fait que si on fait un lien entre les deux, à la consommation d'alcool, qui n'a pas toujours été quelque chose où on avait peut-être un portrait reluisant dans la Gaspésie, puis là, ça a changé. On a Pic Caribou, on a la bière Ovale, on a des producteurs d'alcool, la Société Secrète. On sait savourer, c'est ça. Oui. Puis on est capable de responsabiliser le consommateur dans une consommation responsable. C'est sûr que la SQDC, là, c'est quelque chose de relativement neuf. Par contre, d'assister la population dans un choix éclairé de produits qui sont contrôlés, avec la démarche qu'on avait faite, est-ce qu'on a pris la mauvaise décision? On peut pas dire, on sait juste que c'est un contrat de 5 ans, ça commence toujours par ça. Okay. Par contre, la volonté était d'avoir une consommation... une consommation responsable, comme Ken expliquait, nous, on est des parents, donc il y avait une table toxico dans laquelle, comme maire, je siégeais avec divers intervenants. Ken siégeait aussi avec le directeur. On est conscient qu'il y a une problématique dans le secteur, puis au niveau de la polyvalente, donc on veut mettre des choses en place de sensibilisation pour régulariser la situation. Mais pour l'avenue de la SQDC, l'an passé, la succursale la plus salée, c'était Rimouski, puis c'est dans le Bas-Saint-Laurent. C'est comme ça, c'est correct. Aucun problème. Mais la journée qu'ils ont dit qu'on y va en Gaspésie, il est venu en Gaspésie. Puis moi, j'ai comme pour principe, je vous rappelle là, qu'on va y aller au mois de février 2019, là, on parlait de la fermeture des crustacés de Gaspé, perte d'emploi de 85 emplois, Miraco, 7-8 emplois, BMR, Vorace. Donc, on parlait à peu près à 120 emplois. OK? Donc, pour une petite municipalité comme nous, là, ça a un gros impact.
Donc là, je me suis dit, ben écoutez, c'est comme, moi je vais vous dire, là, la façon que j'ai vu les choses, c'est comme, mettons, le Canadian Tire. Tu sais, le Canadian Tire, ben on voulait pas en avoir de Rocher-Percé, mais si tu vas à Passepébiac ou tu vas à Gaspé, ben je vous dirais, une chance sur deux, vous allez rencontrer des gens, soit de la municipalité ou de la MRC. Donc là, on s'est dit, bon, ben la SQDC, là, si elle n'est pas à Grande-Rivière, elle peut être à Chandler, elle peut être à Gaspé, à Carleton. Donc nous, on s'est dit, ben pourquoi pas, on va embarquer dans le processus. Puis, en faisant le processus, ben, on s'est assuré, on a même été visité, puis je vous dirais, regarde, c'est 18 ans et plus. C'est pas nécessairement comme un SAQ, parce qu'en réalité, c'est que il y a des agents là, de sécurité à l'entrée, je vous dirais, c'est très bien encadré. En plus, ça crée 20 emplois. 20 emplois qui est hors d'un autre secteur d'activité, avec certaines conditions, là, en tout cas, moi je trouve, là, puis en plus, on va être la seule sur le côté sud. Le côté sud qui fait en sorte, ça fait un produit d'appel, ça fait un produit attrayant. Puis c'est comme ça qu'on l'a vendu. Je vous dirais que, la SQDC, là, elle n'a pas trouvé comme ça à Grande-Rivière. Il y a un gros travail qui a été fait. Puis le fait d'avoir mis en place la Corporation de développement économique, ben ça nous prenait des joueurs privés pour investir. Puis nous, quand on est monté à Montréal, puis on était devant le directeur, il nous a dit oui, vous avez montré l'intention d'eux. Là maintenant, ben je veux juste vous aviser que nous, les spécialistes en Gaspésie, on a ciblé des villes, puis Grande-Rivière n'est pas là. Donc vous partez avec 2 prises, puis là, la parole est à vous pour nous convaincre que oui, effectivement, pourquoi pas Grande-Rivière. Ben, on s'est viré de bord, moi puis Ken, puis c'est sûr, certains, on a parlé d'aéroport tantôt. Oui. Bon, on a dit que l'aéroport, dans le temps, dans certaines études, avait été ciblé comme quoi qu'on sent de la Gaspésie est au centre, OK? Puis on est vraiment dans le milieu du bassin parce que de 60 000 habitants. Oui. Donc ça fait en sorte 1 heure de Gaspé, 1 heure de la baie des Chaleurs. En plus, sur le côté sud, ben, on a la possibilité d'avoir le tronçon de tous les gens qui ne veulent pas touristiques qui vont, mettons, à Percé. Donc, on trouvait qu'on avait l'opportunité d'eux, puis on a sauté sur l'occasion, mais je pense le fait d'avoir mis la Corporation de développement économique, parce qu'il fallait qu'il y ait des gens qui investissaient. Oui. Donc, moi, j'ai choisi cette option-là. Je te dirais qu'aujourd'hui, peut-être là, dans 4-5 ans, on va faire une évaluation du bilan pour voir vraiment si on a fait un bon coup. Mais c'était ça, ou qu'on faisait rien. Puis moi, les informations que j'avais avec les propriétaires, ben cet hiver, c'était une pancarte à vendre, comme à Chandler. Puis vous voyez présentement qu'est-ce qu'il y a à Chandler, ben avec la pancarte à vendre, ça fait quelques années que le bâtiment est à vendre. Donc moi, avec tout ce qui s'est passé au mois de février, ben nous autres, on s'est dit, ben regarde, on va de l'avant. Puis je suis content parce qu'on l'a eu, on a monté un beau projet, il était bien structuré, il y a des gens d'affaires qui ont embarqué. Puis on a su qu'il y avait des villes aux alentours, de très très proches, qui étaient dans la démarche. Puis c'est Grande-Rivière qui l'a eu. C'est bien, on va suivre le dossier. Maintenant, passons au volet communautaire. Il y a le réseau d'aqueduc, bien sûr, la rue du Parc qui est en cours à Grande-Rivière-Ouest. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Les travaux vont de bon train? Oui, bien, là, on a fermé aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire la journée, mais aujourd'hui, mardi, on ferme le réseau. On va joindre l'ancien tuyau avec le nouveau. Fait qu'on est rendu là. Encore une semaine et on va être pas mal prêt à faire les travaux d'asphaltage. En tout cas, on est à la fin des travaux. Puis on a profité aussi des travaux. Vous savez que le terrain, tout de suite après la garderie, ça appartient à la ville de Grande-Rivière. Donc, c'est peut-être un projet qu'on n'a pas pris de chance de le mettre ou de ne pas le mettre, puis d'encore travailler sous la rue du Parc. Mais on a quand même fait un profilage de rue, que si jamais on voudrait développer un autre secteur domiciliaire, on pourrait faire une rue là pour une possibilité d'une dizaine de maisons. Fait qu'on a profité du fait, de toute façon, on n'ouvrirait pas la rue du Parc avant un autre 40 ans. Ça fait qu'on a profité des travaux pour faire un profilage de rue là. Malheureusement, des travaux initiaux qui étaient prévus, c'était de le faire un petit peu plus haut que l'intersection de la rue d'Hôtel de Ville puis de la rue du Parc. Ouais. Par contre, c'est comme ça, quand on sort en appel d'offres, on n'a pas le contrôle des prix qui sont déposés. On avait un dépassement de coût de 439 $, donc... Pourquoi l'avez pas fait? Ouais, excusez. C'est 439, on aurait arrêté de on aurait fait ça, c'est sûr. Fait que, on avait un budget
d'1,1 million pour faire les travaux. Fait que en dépassant presque d'un demi-million, là, on venait de faire grimper la facture un petit peu trop fort. Puis on venait aussi imputer d'autres projets qu'on a pour l'année prochaine, parce que ça, c'est des fonds qui viennent du gouvernement, la taxe sur l'essence. Fait que on a encore 1,5 million pour l'année prochaine. On a des travaux comme à l'émissaire en mer. En fait, chez Jérôme Méthode, il y a un tuyau qui s'en va avec c'est pour les débordements de nos stations. Fait que ça fait depuis décembre 2016 que non, mais ça a été détruit par la tempête. Ça n'a pas été refait. On n'est pas aux normes. On a le ministère de l'Environnement qui nous regarde par-dessus l'épaule en voulant dire, j'espère que vous allez faire ça bientôt. Donc, 2016, je pense qu'on a assez attendu. On va faire ces travaux-là. Mais il y a aussi d'autres travaux. On a des zones qui sont priorisées selon un plan d'intervention. On va regarder à quelle place qu'on va affecter ces travaux-là, mais aussi, on ne voulait pas, je comprends aussi le niveau politique, on ne voulait pas s'avancer sur des annonces de futurs travaux, parce qu'on a toujours le réseau, le prolongement du réseau au 28 puis au 14, qui est un dossier qui est chaud depuis le début des élections, mais qui est un dossier qu'on développe constamment, parce que là, il y a eu un nouveau programme d'aide financière qui était sorti, qui s'appelait FIMO, qui venait un peu remplacer l'ancien programme FEPTE. Donc, on était en attente. Puis, l'ancienne façon de faire dans ce programme d'aide financière-là, c'est que c'était le premier arrivé, premier servi, puis il n'y avait pas assez d'argent dans l'enveloppe. Tu me fais penser à un autre projet tantôt. Okay. Donc, là, on a analysé le nouveau programme qui est sorti, où ce que c'était pas le premier arrivé, premier servi, puis l'ancien programme où on avait monté notre dossier les 2 dernières années. Puis, on a pris notre temps de l'analyser avec notre conseiller aux affaires municipales, l'ingénieur au projet, le conseil municipal qui s'est penché aussi sur les différents scénarios. Puis, on a décidé, pas plus tard que la semaine dernière, de rester dans le programme Primo. Parce ça nous permettait d'aller dans le FIMO, le nouveau programme. Okay? Ça fait 2 fois que j'ai dit ça. Oui. On va couper le montage. Ouais. Donc, le programme FIMO, comparativement à celui qu'on avait préparé l'étude, c'est qu'on a une possibilité de financement à 80% dans tous les volets. Tandis que l'ancien programme, on avait une possibilité d'aide financière de 66,2%, ce qui faisait en sorte que on avait la possibilité de mettre notre tech, l'aide financière pour faire la rue du Parc ou pour faire faire notre émissaire en mer. Donc, si mettons on mettait les 2 programmes égales, l'ancien programme dans lequel on avait proposé ce dossier-là, il aurait fallu que je prenne 400 000 $ de ma tech pour que ce soit égal au FIMO, le nouveau programme. Fait que j'aime autant faire 400 000 $ de travaux sur mon territoire que de l'affecter à une somme, à un autre projet. Mais là, vu que la rue du Parc devait être faite plus en entier, mais ça va être quand même fait ultérieurement. Oui. Ben, c'est parce que, nous, là, la différence, en tout cas, moi, je considère, c'est que on a fait une planification stratégique sur 10 ans avec Raymond Chabot-Grant Thornton. On a mis en place un plan triennal, puis dans le plan triennal, on n'a pas mis juste des actions comme la nouvelle caserne, le nouvel hôtel de ville, les investissements majeurs comme le développement des réseaux d'égouts de Caduc, comme la rue du Moulin. On est allé vraiment avec ce qu'on pensait. On parle d'un investissement de 11,4 millions sur 3 ans, avec la planification, avec les recettes fiscales qu'on a, puis la prospérité qu'on veut mettre de l'avant, puis en respectant la capacité de les citoyens. Donc, on a mis un plan de match. Donc, c'est sûr, certain qu'un exemple pour la rue du Parc, il y a eu un dépassement de coûts, mais on s'est dit on va réaliser au moins 80%. On aurait pu dire on peut poursuivre, mais sauf ça aurait amputé d'autres projets. Donc là, je vous dirais qu'on fait un développement bien encadré, global. On a identifié des priorités. Le réseau d'égouts d'Acaduc au 28 faisait partie des 3 priorités. Puis, moi, ce qui me concerne, là, on a jusqu'au 15 novembre pour vraiment là, déposer le projet. La démarche est faite avec la firme d'ingénierie pour déposer le projet. J'ai des rencontres là, politiques là, de prévues, entre autres la Ministre-Pro là, bientôt au mois d'octobre. On va en discuter, mais c'est sûr, certain que les réseaux d'égouts d'Acaduc au 28, pour l'amener l'eau à la rue d'Horizon, finir, mettons, la section au niveau de Bellevue, là, puis la partie des pionniers. C'est un dossier, là, au 15 novembre, là, au plus tard, c'est dans la machine, il est priorisé, on a des lettres d'appui. Puis moi, là,
quand je me suis présenté, j'avais dit que j'étais pour actualiser le projet, mais je m'enligne plus pour l'actualiser, le déposer, puis le réaliser.